Salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur les ondes de CIBL. Je suis Vincent Descoteaux pour vous parler cette semaine du film Last Night in Soho de Edgar Wright. Ouais, on vient d'aller voir ça live là, c'est tout frais dans la mémoire. Moi et mon invité Anthony Deschamps, grand réalisateur, top humoriste, brave monsieur qui travaille chez Consortium, une belle compagnie aussi. Bref, on parle de ça, on parle de ce merveilleux film en fait qui est venu nous chercher. Et par la suite, on va parler aussi de la filmographie d'Edgar Wright qui, petit secret, est peut-être mon réalisateur préféré. Fait que, ben, on a bien des choses à dire. On écoute ça. Let's go. Salut tout le monde, bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL 101.5. C'est pas écrit sur le poster AM ou FM. Je présume AM parce que c'est radio communautaire, sinon je reste quoi FM, ça. Ah, tu penses? Bon, 101.5. Moi, dans ma tête, FM implique que Vincent il a un salaire. Mais l'invité aussi, théoriquement. Ouais, entre les branches, non, effectivement. Là, c'est pour ceux qui s'en doutaient pas, parce que vous n'avez pas le visuel, pas de cachet UDA ici. Ces beaux chandails-là, ils n'ont pas été payés. Absolument. Ben écoutez, vous avez déjà entendu la voix de mon merveilleux invité, Anthony Deschamps. Salut, Mister, comment ça va? Très bien, toi? Ça va très bien, merci. Écoute, c'est bien ça ton nom de famille. Excuse-moi, ouais, je connais incroyablement beaucoup d'Anthony. Fait que j'ai tout le temps peur de me mélanger. Mais il n'y a pas de stress. Mais je fais partie de la grande lignée. Absolument. Message que tu... Ah oui, effectivement. Je porte le nom du propriétaire du bordel, d'un monsieur qui chante bien. Je vais pas aller dans l'autre zone avec Non, t'as été à la bonne place, là. Puis ils vont. Ok, ben oui, effectivement. Je porte cette lignée-là, puis finalement, je suis assez belle. Tu pourrais être le bébé des trois. Ben, j'ai l'handicap. T'as une belle voix, t'es amusant et t'es un homme d'affaires. Ça prendrait une maman dans cette histoire-là, mais écoute, advienne que pourra. 2021, on peut tout faire. On flatte bien aujourd'hui. Oui, absolument. Écoute, ça prendrait 4 heures lire ton LinkedIn parce que t'es, ma foi, un homme de beaucoup de métiers, mais j'ai le goût de commencer par réalisateur, technicien audiovisuel, auteur, humoriste, podcasteur. Probablement une des personnes qui s'y connaît le plus en podcast que j'ai rencontré dans ma vieille vie. C'est autant impressionnant que ça fait un peu peur, pour de vrai. Ça fait peur, je peux me considérer l'autiste du contenu podcastique. Nice. Si vous avez un podcast et vous m'écoutez en ce moment, je vous connais. En tant que je vous connais. Et voilà. Moi, je suis all about l'utilisation du mot autiste tant que c'est utilisé de manière positive. Écoute, je me qualifie comme ça. Est-ce que c'est diagnostiqué? Non. Oh, c'est la plupart de mes boss le sont. Et payent mon loyer. Donc, moi, Let's go. Ça va sonner bizarre, mais nous sommes une émission de radio pro-autisme. On vous la souhaite, en tout cas, bref, je sais pas où on s'en va avec ça. Tout ça est bizarre. Absolument. En tout cas, je voulais surtout dire que je suis content de te voir. Je suis content aussi. Et je suis content de discuter avec toi, en fait, d'un film qu'on vient littéralement juste d'aller voir, les deux ensemble. On a décidé de tenter l'expérience de faire notre petite critique, notre petite discussion à chaud. On a été voir Last Night in Soho de Edgar Wright, de notre boy Edgar, en fait. Le chum. Absolument, qui est un monsieur que j'affectionne particulièrement. J'ai littéralement un tatou d'un de ses films qui couvre la moitié de mon bras, qui est le film Scott Pilgrim. Le meilleur film en plus. Oui, effectivement, selon tout le monde sauf le public. Si bien coté que personne n'a vu. En tout cas, bref, on l'aime beaucoup. Et il y a certains films, en fait, qui dérogent un peu de son style habituel. Last Night in Soho, qu'on peut qualifier de film d'horreur, j'aurais tendance à dire. Oui, exactement. On est habitué de comédie, souvent un petit ton cynique. Un petit ton... même, tu sais, dans Baby Driver, que c'était très sérieux, tu sais, c'était très action. Oui. Là, on est tombé dans une zone où
on m'a coupé l'herbe sous le pied. Oh oui, exactement. Il y a un certain changement de ton dans ce film-là, un moment donné. Hein? Au complet. Même au début, tu sens comment ça niaisera pas. Il n'y a pas beaucoup de gags, il n'y a pas beaucoup de cynisme, il n'y a pas beaucoup de critiques non plus. Le personnage n'est pas aussi caricatural que dans tous les autres films aussi. Non, effectivement, c'est un film... On va revenir à Baby Driver éventuellement. En fait, je vous explique le concept de l'émission en te l'expliquant toi aussi, ce que j'aurais dû faire avant. Briefer les invités, c'est quelque chose que je vois. Je l'ai dit, je les écoute toutes. J'ai écouté ce qui se passe. Et voilà. Oh my God. T'es un des 22. Ça, c'est drôle. Mais oui, en fait, essentiellement, on va parler un peu du film parce que c'est ce qu'il y a d'actuel en ce moment au cinéma. Par la suite, on va tergiverser vers la nostalgie, ce qu'on a bien aimé d'Edgar Wright. Puis Dieu sait qu'il a une belle filmographie qu'on peut explorer. On pourrait passer plus que 60 minutes à le faire, mais on va essayer de rester dans les temps parce que ça fait une couple de fois que c'est belle me chicane parce qu'ils n'ont plus de place pour mettre la pub. Fait que je veux pas des vrais regrets. Tant que j'ai pas un vrai salaire. T'as-tu payé pour ta pub, Belle? Et voilà. Excuse-moi. Edgar Wright. Excuse-moi. Absolument. Ben tiens, oui, parlant de ça, en fait, commençons par notre appréciation, si tu le veux bien. C'est un film que t'as aimé, là, littéralement 15 minutes. Je suis encore très mitigé, honnêtement, parce qu'il y a eu des bons niveaux dans le film. Il y a vraiment des... On s'entend, moi, c'est la DOP, la direction photo de tout Edgar Wright. Absolument. Au complet et débile. Ce film n'en déroge pas. Non, c'est... Au contraire, même si ça va plus loin. J'irais même pas... Ouais, c'est peut-être une des plus travaillées. C'était quelque chose qui continue de s'améliorer, en fait, au fur et à mesure. Mais pour de vrai, il est vraiment sur son X dans celui-là. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé, continue. Au contraire, j'apprécie. Mais écoute, mais toujours les couleurs, le rétro, la lumière dans ces films est tout le temps, moi, me marque énormément. La musique, encore une fois. La direction photo, le style artistique d'Edgar est tout à l'écran. Il n'y a pas une scène perdue de ce film-là qui n'est pas à l'écran. Non, absolument. Là, tous les spots. Tout dans l'écriture, je sais pas. Non, ça, c'est une très bonne question, effectivement. Parce que restons dans la lumière, en fait, parce que ça, je vais y venir avec la musique, en fait, plus tard. Mais il y a toujours une très bonne gestion de la lumière, en fait, pour commencer. Puis c'est quelque chose qu'on voyait particulièrement dans Baby Driver avec, moi, en fait, un plan qui me marque. Puis il faudrait que je le réécoute bientôt parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, même si littéralement... La moitié des acteurs là-dedans sont cancellés. En tout cas, la moitié des principaux. Je fais pas ça là parce que je veux pas que vous ayez genre un accident de char, mais comme vous googlerez allégation Baby Driver, il y a quand même 2-3 résultats. Allez voir House of Cards, dites-vous que écoutez-le pas finalement. Mais non, c'est ça, c'est qu'il y avait le plan maintenant où finalement il y a une confrontation entre Baby puis le gars dont la conjointe est morte. Là, excusez, je vous John Hamm. Exactement. Je sais pas du nom du personnage. Et de la grosse lumière rouge, genre comme vraiment intense. Le plan au complet est illuminé uniquement de rouge. Je trouvais ça très beau, c'était très puissant. Avec les genres, ça fonctionnait très bien. Puis quelque chose que je trouve le fun, qu'on voit comme très rapidement dans Last Night in Soho, c'est qu'il a réutilisé ce concept-là, mais il l'a amené. Puis c'est la première fois que je vois ça d'un point de vue de lumière, mais d'une façon intradiégétique. Oui. C'est-à-dire que c'est pas un effet... Oui, c'est un effet stylistique, mais c'est aussi, ça fait partie de la chose. T'as littéralement un néon qui est établi. C'est dans le décor, c'est installé, puis c'est là depuis très longtemps. Puis c'est pas weird, c'est pas genre comme « Ah, elle a peut-être fait des champignons magiques. C'est genre « Non, il va avoir du blanc, du bleu, puis du rouge. » Elle fait une psychose, il y a plein de lumière. Non, c'est établi, c'est travaillé depuis le début aussi, là, dès qu'on entre dans cette pièce-là, qu'il y a le néon en question. Absolument. C'est là, c'est installé, c'est travaillé, puis ça reste un peu partout. Ça se bouge partout le film, fait que quand ça finit avec ça, l'espèce d'overdose, là, que c'est omniprésent, c'est fascinant parce que délicieux. Tu perds complètement le lien avec comme ok, ben là, ça se passe plus pour vrai. C'est comme non, c'est pas sûr parce que c'est onirique déjà au départ avant que le monde se mette à dormir. Il y a une grosse notion de rêve aussi qui est là vraiment pendant tout le long. J'en profite en fait même, je vais bondir entre le scénario et les choses parce que je pense qu'on va y aller de qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on aime pas. On vient d'en sortir aussi, là, fait que tout est ça bande vite. Mais il y a une connexion, avec le subconscient qui a beaucoup de branches dans ce film-là que je trouve le fun. C'est autant, c'est pas facile de représenter un rêve, je trouve, mais il y a une perspective qui est très très sympathique d'un point de vue visuel en fait de ce côté-là sur c'est quoi rêver à quelque chose. Mais vas-y. Je te pose la question, excuse-moi de te couper. Penses-tu que c'est le rêve ou c'est plus comme dans Insidious? Que c'est plus comme le voyage astral? Parce que rendu là, je veux pas spoiler, mais c'est ce qu'elle rêve ou ce à quoi elle touche dans ses plans astraux sont de la réalité ou du souvenir ou c'est du passé. Techniquement, oui, il y a un rapport justement avec rendu là, je vais sonner comme ma mère, mais comme un monde parallèle. Là. Fait que oui, effectivement, c'est pas même ça où le temps marche pas exactement de la même façon, ou ainsi de suite, mais il y a aussi beaucoup de notions de, comment dire, consommation d'alcool, consommation de drogue, se faire droguer son verre. En fait, rendu là, c'est même, je suis content parce que je réalise que je trouve des points positifs au scénario. On va y venir par la suite. Ouais, mais il y a plein de points positifs au scénario. Il y en a beaucoup. Là. Mais il y a des notions de perception de ton entourage, comment dire, altéré,
qui va vraiment dans tous les sens. Puis étrangement, il y a beaucoup de possibilités pour le public de se rejoindre, de se retrouver en fait là-dedans. Si t'as déjà été sous, c'est plate à dire, mais si t'as déjà fait des drogues contre ton gré, il y a des moments que tu vas connecter. T'as été altéré, tu vas retrouver un moment où t'étais trop altéré dans ce film-là. Un moment où c'est renversant puis t'es hors de contrôle. Si t'as déjà fait du sleep paralysis, ça se pourrait que tu files pas des fois pendant ça. Non, mais c'est moi non plus, mais il paraît que c'est pas le fun. Non, il paraît. Il y en a qui disent. Il y a des langues sales. Mais très, très beau film. Encore une fois, genre, ne serait-ce que pour l'esthétique. C'est drôle parce qu'on en parle la semaine prochaine avec Guilla Saint-Cyr, mais du prochain film de Wes Anderson. Okay. Mais il y a des réalisateurs comme ça, dont Edgar Wright fait partie, que j'ai l'impression que même s'il se plantait complètement, et on n'a pas encore décidé si c'est ça qui s'est passé avec Last Night in Soho, mais ne serait-ce que pour le visuel, il y a des images qui vont suivre, qui vont alimenter des conversations, puis qui fait que je pense que ça vaut la peine d'aller le voir et d'aller le voir en salle. On est très pro à aller voir les films en salle. Oui, oui. Ben, pour de vrai, c'est un film que la qualité visuelle, tu la retrouveras pas chez vous sur ton laptop. Même sur une belle écran de télé, tu retrouveras pas ce moment-là où tu fais ouf, je suis hanté par cette scène. Absolument. T'as-tu peur, toi? Ou... Oui. Nice. Oui, moi je suis facile. T'es un trouillard. Je suis un petit froussard, vous savez. Mais j'aime beaucoup les films d'horreur, j'en ai consommé beaucoup. Puis encore là, je suis encore facile. Je vais les voir venir, là, de gars. Là, ça, il va se tourner, il va y avoir de quoi. Puis je suis quand même... Puis j'aime pas ça. Mais non, mais je le vois venir. Puis là, absolument. C'est épais. Mais beaucoup de moments dans le film, là, tu fais... C'est prenant. La scène, pas dans la librairie, dans la bibliothèque. Oui. C'est... Ouais, là, c'est prenant. Il y a quelque chose... Il manque de mots. Oui, absolument. Non, mais c'est intéressant parce que c'est très dans le style d'Edgar Wright aussi, en fait, de reprendre, comment dire, des codes puis des refaire à sa sauce. C'est quelque chose qu'il fait depuis... C'est son cinéma. Ben, si vous n'aviez pas catché que Shaun of the Dead était une référence à autre chose, vous avez pas vu beaucoup de films. Je m'excuse, là, mais c'est en tout cas... toutes les trois, la trilogie du Cornetto était... C'est ça l'identité, là, c'est de reprendre un code. Essentiellement, oui, définitivement, mais ça reste des films uniques. Je t'en parlais un peu en dehors de Les Ondes, mais Baby Driver, il y a clairement une influence de Drive, de mon Dieu, j'ai oublié son... en tout cas, avec Ryan Gosling, mais il y a toujours... C'est très assumé que c'est du cinéma de cinéphile, j'ai l'impression, en tant que tel, mais ce film-là, premièrement, clairement, il a vu La La Land, fait que ça, c'est... Oui, j'ai été là. Mais il a vu des films d'horreur, il a probablement vu Insidious, d'ailleurs, aussi, il a clairement vu The Sixth Sense, parce que techniquement, tu le sais où ça s'en va, la scène de la bibliothèque, puis pourtant, elle est efficace quand même. Puis c'est pas quelque chose qui arriverait si le réalisateur avait pas une identité propre, claire et définie. Avait pas une identité propre, puis avait pas été pigé toutes les bonnes idées que plusieurs ont eues, puis qui étaient peut-être pas nécessairement des succès. Absolument. Qui ont maîtrisé, c'est vraiment ça. Là, c'est comme, OK, tous ces indices-là qu'on a eu dans plein de films sont tous dans le même film, et c'est... Wow, OK, ça peut aller là. C'est drôle. On va aller légèrement dans tous les sens. On va tomber comme plus en profondeur là-dedans, mais je t'en parlais encore une fois hors onde pendant qu'on se rendait au studio. J'ai réécouté récemment le film Evil Dead 2. Je vais faire un point avec ça, je vous le promets. Ben oui, un grand classique. Evil Dead. Mon Dieu. Si ça avait été québécois, je n'aurais parlé à l'épisode d'Halloween. Fait qu'on a parlé de Turbo Kid à la place. Faites plus de films d'horreur pour vrai. Mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais il y a une scène qui est une scène mythique qui fait partie beaucoup du montage de Sam Raimi, en fait, qui est littéralement, après que, je vais pas vous vendre des punchs, mais après que la main a été coupée, puis tout, puis qu'il reste seulement 2 survivants, Ash, puis une gonzesse. Comme femme numéro 2. Oui, non, c'est ça. C'est littéralement. Malheureusement, en fait, c'est ça. Puis il y a femme numéro, n'a pas eu de numéro, qui est déjà morte aussi par la suite. Là, ça, c'était la blonde du camion. En tout cas, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais bref, le moment où il s'arme, il y a des travelling compensés, en fait. C'est vraiment des inserts. Puis un travelling compensé, pour ceux qui ne savez pas c'est quoi, c'est tu zoomes avec ta caméra en reculant avec ta caméra. Puis ça fait que le background recule, mais l'image que tu filmes reste exactement. Donc, il fait ça, puis c'est vraiment comme lui qui s'arme. Donc, c'est charger un shotgun, ainsi de suite, mettre la tronçonneuse sur son mognon. En tout cas, vous checkez le film, c'est ça. Puis c'est très impressionnant, mais Edgar Wright le refait, puis le refait à un point où j'avais complètement oublié que ces plans-là existaient dans Evil Dead parce que Edgar Wright le fait mieux. C'est au début de Shaun of the Dead, puis c'est là dans tous ses films en passant, c'est vraiment juste lui qui se prépare pour aller travailler, puis c'est des gros plans d'activités mondaines, genre lui qui se brosse les dents, lui qui met un stylo dans sa poche. C'est con, c'est vraiment comme donner une importance à fuck all. Et on va passer sur Shaun of the Dead, puis
toute la filmographie après. Absolument, absolument. Okay, ouais. Mais ce que je veux dire, en fait, pour venir à la scène de la bibliothèque, c'est que Edgar est un peu capable de faire ça, des fois, de reprendre quelque chose que littéralement on l'a déjà vu, puis c'est très, très assumé que c'est pas lui qui l'a inventé, puis pourtant, cette scène-là, je sais qu'elle va me marquer. Je sais que je vais me souvenir de la scène de la bibliothèque de Last Night in Soho dans 2 ans. La scène de la bibliothèque, il y a comme plusieurs scènes là, que vraiment, j'étais encore, on était en train de marcher, là, puis j'étais comme... OK, celle-là, le corridor, il y a la scène du corridor, celle-là... Là, le fameux corridor, ça va pas bien dans ce corridor-là. Mais c'est là aussi que le film, on comprend que je m'attends à ce qu'il y ait une twist comédie. C'est Edgar Wright, on l'attend un peu de « Ah, il va peut-être avoir une twist cynique. Ouais. » C'est dans ce corridor-là que tu fais « Nope, ça, on va pas rire. » Oui, on n'aura plus de plaisir à partir d'ici. Définitivement. Et définitivement, à partir de cette scène-là, c'est la descente complète. On a slip, et on y va. Ben en fait, c'est quand on le savait qu'elle allait avoir un moment parce que c'est arrivé aussi dans Baby Driver où ce que le ton allait changer, mais ça allait pas, comment dire, dépayser. Dans le sens qu'à un moment donné, ça allait doubler ou tripler ou quadrupler de vitesse. Excusez-moi, pas de référence au char, là, mais c'est ça. C'est juste qu'il y avait encore l'option qu'à un moment donné, ça allait peut-être être amusant. T'avais encore comme le love interest de la personnage principale qui souriait beaucoup puis qui était gentil. Puis... Tout le monde avait un certain bonheur. On voyait les petits malheurs, mais on n'était pas encore dans... C'est une tragédie. J'ai ri une couple de fois, mais c'était surtout pour des références, comme par exemple les méchantes filles. Ben oui, Seigneur, non, ça, on va y aller. Là, ça, c'est impardonnable en passant, mais faut bien... non, mais c'est juste parce que pendant le party d'Halloween, de 1, je trouvais que c'était vraiment une très belle scène. La lumière était très jolie. L'effet stroboscopique, j'ai un côté très... j'ai un point faible pour ça. Mais aussi, les 4 méchantes madames qui sont habillées comme les filles dans The Craft, ça m'a vraiment fait rire. Ouais, là, c'est bon, ça. Mais à ce moment-là, c'est ça tombe aux enfers. Je trouve qu'il y a une belle référence aussi sur le fait que l'Halloween, techniquement, c'est la fête des morts. Par conséquent, c'est là que les esprits sont les plus puissants pour communiquer avec les vivants, pour ceux qui s'y connaissent en mythologie païenne. Donc, la merde était faite pour pogner à ce moment-là. Je trouve ça cool. Je suis content de t'en parler. J'ai l'impression que j'aimerais moins le film si on n'était pas en train de l'analyser live. That is good talk. Mais honnêtement, la note monte. Oui! Plus je pense... Oh, ouais, finalement, j'ai vécu vraiment quelque chose. Oui, absolument. Il m'a fait vivre quelque chose, puis c'était pas ce que je m'attendais d'aller là. Très cool, très cool. Content, on va continuer de profiter de ce beau moment-là. Mais il y a une perspective, puis là, je vais... Excuse-moi, vas-y. Tu prendrais-tu une bonne Cronenbourg? Une bonne 1664? Je prendrais tellement une bonne Cronenbourg 1664, peut-être mélangée avec un peu de coke, là. Le tout en écoutant du très bon Jay-Z des années 60 avec mes écouteurs Beats by Dre. Il y avait... tellement de placements de produits dans ce film-là, pour vrai, les chums, ça, c'est impardonnable. Avant de trouver d'autres points positifs, on va en parler, là, c'est toi. Toi, c'est... je te pose la question, as-tu trouvé que la scène du train était trop longue? C'était trop long, et ça... C'est ça qui m'a buggé. J'ai l'impression d'être dans 50 Shades of Grey, le film. Tous les plans, séquences de musique, c'était ça, mais avec des beats. Oui! Il y avait pas tant de musique. Il y avait rien qui se passait. C'était juste, elle regarde des passagers avec de la bonne musique dans ses écouteurs. J'avais l'impression qu'on me vendait du parfum pour de fucking vrai. Il y a une scène, il y a une scène où littéralement elle s'endort grâce à ses Beats by Dre. Grâce à l'insonorisation de ses beats, elle dort dans le train. Ça fait toutes ces affaires-là. Même le... Non, mais c'est... En tout cas, bref, excusez, c'est toujours important de le mentionner. Puis je trouve ça encore plus drôle parce qu'avant le film, en ce moment, il y a une grosse campagne de pub pour un film de Michael Bay, qui est quand même le roi des placements de produits, mais le film... D'ailleurs, je suis même un peu triste, je vais y aller vers là, mais il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle de cinéma avec nous, en fait, et c'est pas un film qui est sorti depuis très longtemps, il était encore dans un cinéma, qui est le cinéma du Forum, fait que niaisez pas les chums, mais comme pour de vrai, c'est pas un film qui a eu une très bonne visibilité en salle, mais inquiétez-vous pas qu'il est payé pareil, parce que ça, c'est des compagnies qui ont bien de l'argent, qui ont payé très très cher. Ah oui, non. Beats, Coke... Tout le monde est remboursé. Il n'y a pas un perchiste qui pourra pas payer son loyer dans cette histoire-là. Sinon, il y a beaucoup de courses dans son sous-sol. Oh my God! C'est extraordinaire. Pour de vrai, là, non, mais moi, ça me fait tout le temps rire. C'est fou en plus parce que normalement, c'est pas ça, les films d'Edgar Wright. C'est un peu ça qui m'a fait déstabiliser aussi. C'était oh boy, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un plan séquence de 1 minute là, de beats? Il y a quelque chose de fascinant, en fait, dans ce film-là, parce qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on voit pas normalement. Je veux pas couper, à moins que tu avais d'autres choses à dire. J'adore ça, on continue. Mais comme, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas dans les films d'Edgar Wright qu'il y avait dans ce film-là. Dont de la partielle nudité puis beaucoup de sexualité. Ouais. Je me souvenais d'un seul plan dans Scott Pilgrim où il y a légèrement de la... Excusez mon micro, ça m'offense. Je tape mon micro d'émotion. Je suis offensé. Mais c'est ça, t'avais un petit peu de bec puis de fesses, genre, mais comme t'as
t'as des plans de seins et de sexualité, ça fit dans avec le vage de chandail. Là. Oui, non, exactement. Là, ce plan-là, je suis parti à rire encore une fois. Mais c'est vraiment juste comme, déjà, ça me fait rire dans les films parce que, je vais m'ouvrir à vous, les chums, mais moi je dors sans vêtements dans la vie. Ah ouais, ça c'est un autre débat. Oui, non, effectivement. Le cinéma, il va vite virer oui, sur non, comment je tu le dors. sais bien. Mais moi, ça me fascine tout le temps un peu ces scènes-là où t'as littéralement, OK, je porte du linge, puis là, t'as une scène, des plans de jeunes femmes qui se dénudent, mais au final, elle se couche avec plus de linge qu'elle en a enlevé. Tu vois la scène qui se dénude, puis là, tu fais... Ah, finalement, tu dors en sweatpants? Non, c'est ça, en sweatpants avec genre une chemise par-dessus son chandail de pyjama, genre, pis c'est juste comme... OK, ben ça servait à rien, voir ta poitrine. Ouais. Je suis pas exactement en train de chialer, mais j'avoue que je suis confus. Va falloir en parler à la radio, que veux-tu, jeune fille? Ben, faut l'adresser. Ben, pour de vrai, c'est que t'as dit ça qu'il n'y en avait pas dans ces films, c'est vrai. Ouais. Il n'y a pas une scène que je fais, ah oui, ça... Non, il n'y en a pas une dans aucun de ces films. Trouvez-moi de l'érotisme dans Hot Fuzz. Il n'y en a pas. Il y en a juste pas. Il y a la fille qui fait des gags rough en habit de policier. Effectivement. C'est ça le gag. Il y a la fin de Roméo et Juliette, qu'il y a un French à maner, là, mais je veux dire, c'est des French plus malaisants que dans le film Kids de Larry Clark. Là, t'as-tu le référent? Non, j'ai ri poliment. C'est chill. Te souviens-tu de toi, comment tu Frenchais à 14 ans? Ouais, mais c'est plus ça aussi que j'ai pogné. Là, comme moi. Ça ferait pas un bon film, hein? Surtout pas en gros plan pendant 2 heures. Moi, en ce moment, je suis pas bien. Fait que dans un écran de cinéma, au forum... Non. Ben, je vous recommande de voir Kids de Larry Clark en passant. C'est très très bon. C'est le premier film scénarisé de Harmony Korine. Je vous le conseille en passant vraiment. C'est essentiellement ces 2 enfants à New York, littéralement, qui ont 13 et 14 ans. Il y en a un que lui, son gros trip, c'est de coucher avec des filles qui ont jamais couché avec des gars sans préservatif. Et l'autre, c'est une fille qui a couché avec un gars, qui est l'autre personnage principal de ce film. C'est un film choral. Et elle vient de pogner un diagnostic de sida. Oh shit! Fait que c'est Harmony Korine, là, ça rend pas heureux ce film-là, mais c'est essentiellement des ados qui frenchent beaucoup trop d'hormones et une espèce de périple de elle qui essaie de retrouver lui dans New York pour lui dire de peut-être arrêter de donner le sida à tout le monde. Arrêter de faire ça. Ouais, non, c'est ça. Essentiellement. J'en profite d'ailleurs parce que c'est un film pendant tout le long où ce qui marche et ne se retrouve pas. Et dans le film Last Night in Soho, c'est fascinant à quel point si t'as quelqu'un à trouver dans New York, dans Londres, marche 42 secondes dans n'importe quelle rue, tu vas le croiser. Fais juste jogger sinon. Non, c'est ça. Il n'y a aucun cellulaire dans tout. Genre, non, c'est vrai, excuse-moi, il y en a un qui sert uniquement à parler à grand-maman. Mais c'est... Il y a grand-maman qui se fait raccrocher au nez 6 fois. Non-stop. Mais, hey, Seigneur, ça, on va tomber ces personnages bientôt. Mais ça, c'est une affaire, ça m'a un peu gossé pour avoir déjà été à Londres. Londres est une ville énorme. Là. Tu vas te perdre. Même à Montréal, Chris. Même à Rawdon, man. C'est pas une façon viable de trouver du monde. Il n'y a plus personne en 2021 qui fait « Je veux retrouver mes amis ». Part à marcher. Non, c'est ça, là. On a tous plus cet âge-là depuis des années. Ah ouais, ben, Thierry Robidoux, là, il chill en face du DEP à cette heure-là. Il y a personne qui dit ça de nos jours, là. Les seules personnes que je connais, c'était quand je travaillais dans un DEP à Saint-Jean. J'étais comme, il y a les gens de 68 ans qui n'ont pas beaucoup de travail et qui prennent un café en avant du DEP. Puis t'avais constamment besoin de leur parler. Puis il était juste 4. Il y a personne qui arrivait en marchant incognito qui faisait j'arrive. Non, personne. J'en profite parce que c'est dans mon ancien podcast, j'ai eu un podcast sur les Simpsons back in the days. Puis j'étais pas capable de parler des Simpsons, j'étais juste capable de compter ma vie dans le temps que j'habitais en région. Puis étrangement, on aimait vraiment beaucoup qu'elle faisait ça, mais c'était fascinant à quel point elle avait du temps pour le faire. Il y avait une page qui était juste des memes de notre podcast. Puis c'était vraiment pas un podcast populaire. Là. Fait qu'il y avait une page. Oui, il y avait une page de memes pour nous autres. Puis c'était tout le temps des memes sur genre comme Vincent va finir par parler de Simpson Porn ou de Rawdon. Ce qui sont quand même des sujets qui m'intéressent beaucoup. Effectivement, mais c'était juste bizarre parce que la fille qui faisait ces mimes-là, elle a 15 ans. Fait que je suis juste comme ouf. Ouais. Oh là 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 là. Il y avait tellement de mimes de genre comme la face d'un quelconque personnage de Friends, de genre comme j'arrive finalement à faire écouter un épisode de Rire Jaune à mon père. Puis il y a juste lui qui a l'air traumatisé. Vincent se met à parler de Simpson Porn dans les 15 premières secondes. Bref, je m'excuse à des familles et je m'excuse aussi à vous que vous vouliez clairement pas ce référent-là. Mais bref, voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, c'est ça, c'est par rapport au cinéma en plus, cette anecdote-là. C'est, il y a un prof de cinéma à Joliette, au cégep de Joliette, qui est vraiment considéré comme légendaire. Genre, pour de vrai, ça n'a pas de sens. Puis ça fait 15 ans qu'il enseigne plus, là. Et quand j'étais au cinéma, dans le fond, au cégep en cinéma à Joliette,
on nous encourageait à aller parler à ce monsieur-là qui passait 5 heures à tous les jours, 6 jours par semaine au café Vanout à la même table. Et c'était une espèce de... Oh, c'est bien. Ça, là, ça me fascine. Moi aussi! Ça me fascine. Puis il était super intéressant. Il a jamais essayé d'embrasser aucun cégepien. Ça se passait full bien. Ok, genre, c'était pas le prof weird qu'il est au Vanout de temps en temps. C'était weird, mais c'était la bonne sorte de weird. Ouais. C'était juste un cinéphile constamment disponible. Puis tu t'assisais avec... Mais attends, cinéphile au Vanout. Ouais. Il n'y a pas des tonnes de café à Joliette. Là. Non, c'est pas la question, c'est pas le jugement du Vanout, c'est... Au Vanout, il écoutait des films? Ou... Non, il était juste là. Il lisait très lentement un journal, il lisait des livres, il écrivait 2-3 affaires. C'était un monsieur lettré, un monsieur intelligent, qui connaissait des choses du cinéma japonais. Ça me gosse de pas me souvenir de son nom, en fait, mais comme s'il y a des gens à Joliette qui nous écoutent, je sais pas si CIBL se rend, je sais pas comment ça marche, les ondes radio, je suis zéro qualifié dans plein d'affaires que je fais. On va s'arranger que ça se rende à Joliette. Mais en termes de un shout-out. Mais en termes de cinéphilie, je trouve ça drôle parce que ce gars-là marchait. C'était juste le principe d'aller le voir, t'en apprenais un peu plus, puis c'était le fun. Fait que j'ai rien de négatif à dire. Là. C'est pour ça que j'ai fait un long prélude sur un podcast duquel je fais plus partie, où j'ai constamment parlé de pornographie simpsonesque. Alors... Mais ces gens-là me fascinent. Je dois dire, à Saint-Jean, on avait ça. Moi, j'ai une Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis quand il y avait une place, il y avait le Nick Epic, qui est une cantine, et il y avait un monsieur qui mangeait des spaghettis au ketchup. Yeah. Puis chaque jour que je me suis ramassé là, à 10h, entre 10h et 3h du matin, il était là. À manger ça. Et ça me fascine, ça, cette réalité-là. Parce que moi, je vis zéro comme ça. Ben non, zéro. Moi non plus, là, ça n'a pas de sens. En s'en venant ici, il y a quelqu'un qui a essayé de partir de la conversation avec nous, puis on était... Oui. Il était pas très habile, là, pour ceux qui savent Sainte-Catherine. Oui, ben c'est ça. Pour ceux qui connaissent Sainte-Catherine, imaginez-vous ce que vous voulez. Là. Vous savez que tout est possible, là, mais c'est... Mais il vivait des choses. Il était heureux. Mais moi, pour de vrai, c'est une réalité un peu plus de région, d'un peu plus que comme t'as plus de chances de reconnaître les visages, j'ai l'impression. Puis moi, honnêtement, j'aspire un peu à être un de ces gars-là, un moment donné dans la vie. T'aspires? Oh! Quand même! Ouf, moi, je dis non. Non. Moi, je refuse d'être aussi populaire que je le suis à 60 ans. Là. Moi, c'est assez établi qu'à un moment donné, moi, comme habiter à Trois-Pistoles, puis comme ça va être ma sortie de la semaine, 2 fois par semaine, aller au fast-food, ça va être comme pouvoir dire, me donner à une très vieille serveuse qui va avoir mon âge à ce moment-là. Vous avez recommencé en même temps. Non, c'est ça. Là, genre, elle a fait de l'humour, elle aussi. C'est un open micers en ce moment. Là, puis on a fini à la même place. C'est juste moi, la retraite. Elle va travailler là pour le fun aussi. Parce que c'est ça son rêve. Moi, c'est d'être ce gars-là. Elle, c'est d'être cette madame-là. Manger des spaghettis au ketchup à 3 pistoles. La madame qui fait des services. Puis jamais besoin de le dire. Juste dire comme d'habitude. Ouais. Ça va? Oui. Yes. Juste. Puis ta semaine. Fabo. Ouais. Comme d'habitude. Puis elle m'amène une poutine extra pot de poulet. C'est pas sur le menu, puis ça n'a pas de sens. Ça a pas besoin d'être sur le menu. Mais pour moi, ça le fait. Fait que, parce que je suis aussi conseiller municipal. Fait que, fait que bref, le film... Non, mais c'est... non, faut venir au film éventuellement. Là, au pire, je ferai du montage là-dedans. Ma date, je trouve ça belle fun. Les gens sur YouTube vont capoter. Ils vont être heureux de parler de 3 pistoles. Ben oui, c'est la différence entre la radio et le podcast. On a du fun. Effectivement. Non, j'ai bien du plaisir. Mais une affaire, puis c'est pas un reproche en passant, mais je réalise ça maintenant qu'on en parle. Ça aurait peut-être été intéressant d'avoir une perspective féminine sur le film. J'adorerais ça. Parce que, je vais en parler avec ma blonde, je vais essayer de la convaincre de le regarder. Elle avait peur que ce soit une espèce de comme nouveau noir. Puis c'est pas ça pantoute, là. C'est littéralement un film d'horreur. Là. Ouais, mais il y a vraiment un côté, en fait, je peux pas vendre le punch de ce côté-là, mais pour ceux qui sont familiers avec le courant, il y a un regain actuellement, un peu plus dans le cinéma de genre du rape and revenge. Ouais. Qui est un courant qui était plus un courant d'exploitation des années 70, qui était essentiellement, ça commençait avec une scène de viol très intense, et par la suite, la fille trouvait une façon de se venger d'une manière tout aussi violente. Un peu Pretty Woman, là, de... Pretty Woman. Non, c'est plein des affaires Pretty Woman, mais c'est pas non, mais Richard Gere, Julia Roberts. Le concept de la fille là, qui rentre dans un magasin qui se fait refuser parce qu'elle a l'air pauvre. Puis là, finalement, elle va... c'est vraiment pas ça, mais c'est make it to the top, I guess. Là, mais je comprends ce que tu veux dire, le lien, j'accepte le lien que tu as fait dans ta tête, mais non. Hey, j'ai essayé fort. Mais Rape and Revenge, c'est un peu comme Last House on the Left aussi, qui est un classique, mais tu sais, ça rentre, c'est très rough. Là, pour ceux qui ont déjà vu Maleficent, je l'ai pas vu encore. Le film avec Angelina Jolie de Disney, là. Ok, je pensais pas loin, c'est Malignant.
qui est sorti récemment. Oui, exactement. L'affiche est sublime. Mais t'as-tu vu Maleficent? Non. OK. Ben, essentiellement, c'est l'histoire d'une femme qui se fait séduire par son amour de jeunesse, mais qui est aussi une genre de ange démon avec des ailes. Et un moment donné, son amour de jeunesse qui veut devenir roi doit prouver qu'il n'est pas du côté des bêtes de la forêt. Fait qu'il retourne la voir en l'honneur du bon vieux temps. La drogue, lui coupe les ailes pendant qu'elle dort, puis elle se réveille en gueulant. Et ça, c'est vraiment un beau moment de l'histoire de Disney où c'est genre comme les enfants comprennent pas, mais les parents vivent de quoi, là? We know. Et c'est la façon la plus PG-13 que je peux vous décrire c'est quoi un Rape and Revenge, mais il y a une notion de tout ça que je ne voyais pas venir dans Last Night in Soho. Qui est extraordinaire. Il y a une perspective, en fait, de harcèlement de rue, de genre se faire arrêter constamment. Ça, j'ai ri, mais finalement, je pense que c'était une vraie référence. Pour ceux qui savent, mais connais-tu le concept du fake taxi? Oui. Ça trompe mes soirées à finir à 1h du matin. Ben écoute, comprends-tu pourquoi j'ai été là? Il y a des codes qui ont été empruntés dans une scène qui est direct au début et je pense que c'est volontaire et que c'est du génie. Honnêtement, appelle-le. Ça arrange-toi. C'est idéal. Ils ont du pouvoir. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ouais, ils ont le réseau, là. Genre, comme il est sur Speed Juste un appel. Oui, non, juste un appel. Mon anglais est pas pire en plus. C'est Pornhub, Edgar. Ok, on se comprend. Merci, bonne soirée. Seigneur Dieu, mais c'est. Non, je pense que c'est littéralement une référence parce que c'est. Pour ceux qui savent pas, je vais l'expliquer parce que je vais faire un point avec ça. Fake Taxi est une série de clips pornographiques extrêmement populaire sur Internet qui est essentiellement un chauffeur de taxi qui fait un deal avec la cliente pour qu'elle n'ait pas à payer. Tu as perdu ton porte-monnaie, c'est dommage. Et il y a littéralement la phrase débarquez-moi ici parce qu'elle commence à être inquiète. Genre, comme j'ai pas l'argent pour me rendre plus loin. We can make some sort of a deal. Puis je suis désolé, mais ça peut pas être autre chose que ça. Mais bref, excuse-moi très rapidement. Vas-y. Il y a vraiment un effort dans le film. Je trouve que c'est même une belle sensibilité de la part de Edgar qui est très rare, en fait, quand des gars essaient de tâter ces sujets-là, de représenter, en fait, le climat de danger constant. C'est quoi être une fille la nuit dans la grande rue? Exactement ça, le niveau. Tu sais, un sujet quand même commun, la masculinité toxique, je pense qu'elle est très bien représentée. Absolument. Et surtout, c'est rare que je pense que c'est aussi bien représenté par un gars. Mm-hmm. Fait que d'après moi, il y a eu quelque chose. J'ai pas vu s'il y avait une fille au screenplay. Je serais vraiment intéressant de checker, effectivement. Je serais très intrigué de savoir s'il y a eu comme une touche de plus de. Je comprends pas le niveau. Mais le côté horreur du film est tout basé sur la masculinité toxique. Absolument. L'environnement de gars dominants. Il y a une script édition qui s'est perdue là-dedans, en fait. Puis c'est beau, en fait, parce que même sans vendre le punch, il y a toujours une compréhension de la perspective de la femme. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quel point ça dégénère, et Dieu sait que ça dégénère, ce film-là. Il y a quelque chose de vraiment fascinant dans le message. C'est très adroit, en fait. Il faut vraiment que je l'écoute avec ma conjointe, mon Dieu. Mais ouais, c'est fou. C'est même, genre, je sais pas si tu as remarqué, mais son love interest, on le truste pas du début à la fin. On le voit. Oui. Puis on fait arc. Non, ça peut pas. Ça peut pas être possible. Ce qu'on me vend comme film en ce moment fait que ça ne peut pas être possible, ce que vous me proposez en ce moment. Puis il y a d'autres il y a d'autres red flags, là, mais c'est pas contre lui. C'est juste comme... j'en profite pour dire aux gens, si vous faites poignarder, mettez fin à une relation. Attends, je me trompe. OK, on parle de John. Oui, on parle de John. OK, on parle de John. Je pensais qu'on parlait de le Jack. Ah, Jack. Non, Jack, ça va pas non plus. Là. John, c'est juste bizarre. Il est juste dans la zone où tu fais... Qu'est-ce qui se passe? Tu te fais poignarder. Tu passes... Il y a du monde qui passe proche de mourir à tous les coins de rue. Puis t'es encore là comme... Je te comprends, madame. Non, c'est ça. Là. Qu'est-ce que tu vis? Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais il vient pas de la ville. Là. Il se déplace à tous les jours, de ce qu'il a dit. Là, mais il y a un auto, il vient du sud. Je comprends, mais... Des coups de ciseaux d'en face justifient pas ton amour. Ben non, absolument pas. Je l'ai aidé. Non, mais il y a tellement de personnes en plus de pour vrai. Je suis désolé, mais de personnes qui ont besoin d'aide par rapport à quel point une relation peut aller trop loin. Là. Il attrape un bras qui va rentrer un ciseau d'une face, puis il est juste comme... It's okay. No, it's not! Je vais aller consoler la fille. T'es correct. Non, c'est... Voyons. Non, ça, c'est... En tout cas, bref, on vous vendra pas de punch, une très bonne scène, mais c'est exceptionnel. Mais non, tu sais, le gars, il est là pour elle. Il demande du consentement, il demande s'il a fait quelque chose de pas correct. Aussi, ça, je trouve ça le fun, en fait. J'avais pas vu une aussi bonne scène de ce côté-là depuis le film Fabuleuse, qui est un film québécois qui est sorti il y a 2-3 ans, si je me souviens bien, qui a été très mal reçu. En fait, moi, je suis le seul que je connais qui l'aime. Okay. Mais c'est un film, c'est des influenceuses, en fait, essentiellement. Puis sur l'objectivation, puis s'assumer, ça peut faire que tu perds ta carrière d'influenceuse d'une shot. En tout cas, c'est bien le fun. C'est avec Naomi... Naomi Watts? Non, c'est un film québécois. Ah oui.
En tout cas, bref. Ok, mais c'est un film québécois, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, c'est bien cool. C'est juste qu'il y a une scène là-dedans, en fait, où concrètement, il y a un rapport sexuel consentant qui commence, puis la fille est comme mal à l'aise de dire qu'elle est menstruée. Genre, puis finalement, le gars a pas de problème avec ça, puis étrangement, c'est un punch. Genre, ce qui est très triste à dire de notre genre, mais c'est ça pareil. Mais bref, il y a une notion, en fait, de demander j'ai-tu fait de quoi de pas correct, qui est pas lourde, qui est pas genre comme c'est juste fait honnêtement dans Last Night in Soho. Je trouve ça le fun. Puis c'est très rare que ça marche bien. Souvent t'as juste soit des réactions de marde, soit des réactions fake, genre, donc c'est ça. Ah, c'est correct. Non, je suis pas fâché. Puis les donne un coup de poing dans le mur. C'est mon mur, j'ai le droit, ça n'a rien à voir. Ben, mais à moi, mais tu parlais du pimp, en fait, puis ça, je trouve ça le fun, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans le cinéma, puis c'est sympathique, le principe que, ben, premièrement, des pimps blancs. Le pimp blanc, mais aussi le pimp, mais pas le gars que tu t'attends au coin de la rue. C'est pas le pimp avec un chandail éco. Non, c'est ça. Il n'y a pas un manteau mauve qui descend jusqu'aux chevilles avec genre des poissons rouges dans ses talons hauts d'homme en vitre, genre, mais c'est... Ben, c'est de voir à quel point la perversion est littéralement juste des fois très bien habillée et très bien... Ben, un pimp, c'est charmant, tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, genre, une affaire, c'est drôle, pour ceux qui ont le visuel, vous êtes capable de le voir, mais j'ai vu un film récemment qui était quand même bon aussi, qui va représenter les Oscars cette année, qui est supposé représenter le Canada aux Oscars si c'est accepté, mais c'est Les Oiseaux Ivres. OK. C'est ça, puis il y a Maxime Dumontier qui joue un pimp, puis il nous ressemble. That's right. Non, mais c'est je veux dire, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, on a l'air de Lucam, là, les deux. Là, fait que non, mais c'est fou en plus. Puis genre, il rencontre les filles au tam-tam en plus. Fait que tu sais, il est encore au cinéma en ce moment, Les Oiseaux Ivres, si vous voulez aller le voir, tant qu'à continuer de parler d'actualité cinématographique. Mais aller au cinéma, la gang. Non, mais allez-y tout le temps, toute catégorie. Voir des mauvais films au cinéma, déjà là, c'est encourager un beau commerce, là, pour de vrai, là. Fait que c'est ça. Mais cinéma du parc, quand vous pouvez aussi, le Christ de bel endroit. Mais bref, c'est ça. Genre, il rencontre au tam-tam, il a les cheveux longs. Genre, il est juste comme la petite séduction de cégepien, genre, mais comme un peu plus vieux. Fait que c'est comme à parler un peu mieux en tant que tel. Tu sais, c'est vraiment juste le principe que c'est d'abord et avant tout quelqu'un de charmant, un pimp. Tu sais, il y a une séduction, il y a un vrai jeu, il y a une vraie... C'est vraiment bien amené. Tu y repenses en plus, puis tu réalises que sans vendre de punch, le barman présente... il l'indique. Exactement. Tu vois tout le jeu, mais tu vois, comme je te dis, le contexte de masculinité toxique, puis l'idée qu'on se fait des années 60, là, comme tout était merveilleux. Non, c'est juste... Hey, le barman fait va voir ce gars-là. C'est clairement son de mèche. Peut-être même le gars qui punch, genre clairement. Genre peut-être qu'ils sont tous de mèche. Peut-être que c'est sa job d'être lourd puis de se faire puncher d'en face à tous les soirs, ce gars-là. D'orienter le jeu. Il y a tout ça. Tout est contrôlé. Tu sais, genre comme c'est. Je veux pas parler à travers mon chapeau, mais encore une fois, dans les Oiseaux Ivres, il y a une scène de ce côté-là. Mais il y a un party pendant le Grand Prix de la F1, en fait. Puis tu constates que comme tu vas là, puis c'est juste qu'on te paye l'entrée, on te paye les drinks, mais comme t'as une place à signer, tout le monde te dirige vers un endroit, puis au final, genre, il dirige vers les clients, vers toi, vers ton spot du bar, puis ainsi de suite. Fait que, tu sais, genre, c'est intelligemment fait, okay. Genre, c'est pas nécessairement des connes, excusez, là, genre, mais comme c'est pas nécessairement des connes à chaque fois qui se font prendre dans ce jeu-là, c'est des filles super brillantes qui sont juste malchanceuses de tomber là-dessus. Genre, on pourrait se faire prendre nous autres aussi si quelqu'un voulait bien de nous. Mais excusez, j'ai été là. Non, bon, ça me flatte au début. Personne me rappe. C'est des blagues, je te trouve ultra charmant. Mais c'est pour ceux qui écoutent ça à la radio, vous capotez. Fait que vous ratez quelque chose aussi. Fait que l'ambiance est chaude. Oui, absolument. Mais bref, une bonne écriture de ce côté-là. Si je peux me permettre aussi, malgré les placements de produits puis la partielle nudité un peu gratuite, c'est juste drôle parce que je viens de réécouter Riverdale récemment pour un podcast, justement. Attends, je pose la question. T'as-tu vu tout Riverdale? Parce que moi, j'ai juste vu par l'entremise de ma blonde. OK. J'ai juste vu des moments d'épisode et j'haïs ça à un haut niveau. Je trouve que c'est très cheap. C'est incroyable à quel point c'est pas bon. Je suis capable de me rendre à la saison 3, après ça j'arrête, mais je suis prêt à défendre que c'est super le fun d'écouter la première. C'est juste comme, il y a littéralement un épisode où Chad Michael Murray se fait tirer dessus par Alice Cooper, qui est la mère de Betty Cooper. Je suis un gros fan d'Alice Cooper. Moi aussi, le chanteur, mais c'est... Ouais. Ils ont quand même décidé d'appeler la mère de Betty Cooper Alice Cooper. C'est pas le vrai Alice Cooper? C'est pas le vrai Alice Cooper, c'est juste un personnage qui s'appelle... Non, mais je veux dire, Chad Michael Murray, c'est un des frères Scott, là, puis il se fait tirer dessus par une personne qui s'appelle Alice Cooper parce qu'il était en train de s'enfuir à bord de sa fusée parce que le FBI assiégeait la secte qu'il gérait dans l'asile abandonné. Ce que je viens de te dire, c'est 10 minutes d'un épisode. Non, je pourrais pas. Non, tu pourras pas, puis c'est bien correct. Mon point étant que je suis bien fan des trucs mal écrits, je présume. Mais je suis gros fan aussi, mais ça, il y a une zone que je suis pas capable d'aller, de me laisser aller. Là.
Tu sais, je suis gros fan de Sharknado. Mais c'est une autre zone. Mais il essaie pas de te faire croire que c'est bien écrit versus Riverdale. J'avoue que des fois, il essaie de te faire croire. En tout cas, je sais pas pourquoi on a tergiversé vers ça. Peut-être juste le fait parce que c'est très stylé aussi. Mais bon, ce que je voulais dire, en fait, c'est malgré les placements de produits et le fait que les personnages sont très unidirectionnels, on va se le dire. Mais moi, c'est un peu ça. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'Edgar Wright. Et c'est l'espèce de caricatural des personnages, mais l'identité plus grande qu'il représente. Oui, absolument. Souvent, il y a... en fait, dans tout son cinéma, il y a ça. Là, il n'y a pas ça. C'est très des identités propres. Assez typiques puis assez fermées. Ils n'ont pas comme plein d'aspects. Puis j'ai été un peu déçu, en fait, de ça, je pense. Moi aussi, pour être honnête, il n'y aura pas des tonnes de choses à dire sur le deuxième point que je voulais faire, fait que je vais dire juste très rapidement. Je pense que tous les acteurs jouent super bien, pareil. Je pense que tout le monde se donne. Il y a un haut niveau de jeu. J'ai oublié son nom, mais la dame qui joue la dame du passé, c'est celle qu'on a toutes vues dans La Dame de cœur. Fait que c'est Queen's Gambit. Queen's Gambit, c'est ça, elle est un peu partout en ce moment. Elle trend vraiment énormément. Tout le monde est très bon. Puis dans ce rôle-là, c'est le fit. C'était probablement le plan A de genre, comme quand ce rôle-là a été écrit, c'était comme faudrait que ce soit elle. C'est elle ou peut-être que le film va être remis en jeu. Non, c'est ça. Là. Sinon, on va faire un autre. On va faire Shaun of the Dead 2. Mais tu sais, t'as raison. Je reviens à Shaun of the Dead, puis on peut être rendu là, en fait, parce que ça fait littéralement 45 minutes qu'on parle. Non, mais on va mettre une pause entre les deux éventuellement, puis comme une année, on va être rendu à parler de nostalgie, ou je vais sortir comme ça sortit, parce que je trouve que ça sort bien jusqu'à maintenant. Mais tu sais, Shaun of the Dead, il y a un rôle, c'est de faire ce qu'il peut. C'est ça son arc de personnage, mais malgré tout, on est capable de trouver une profondeur. Moi, il me fait brailler à la fin de genre comme ça a pas marché, mais il a vraiment tout donné de faire ce qu'il pouvait, genre au sommet de ses capacités. Puis pourtant, c'est ça son arc. Il y a des arcs simples. C'est souvent des gens définis par une affaire, mais cette affaire-là est capable de faire tellement de chemin. Genre, c'est Scott Pilgrim, c'était pareil. C'est essentiellement un gars qui veut une blonde. Puis pourtant, il apprend comment l'amour fonctionne du début à la fin. C'est Hot Fuzz. C'est juste un bon policier. Mais c'est... Ouais, ce que m'avait dit. M'a faire mon bizarre. Puis tu sais, moi, c'est justement l'inverse. C'est que je trouve que c'est plus complexe que ça. OK. Tu sais, mettons le personnage dans Shaun of the Dead, c'est littéralement quelqu'un qui ne fonctionne pas en société. Et tout ce qu'on te présente de l'inverse, de l'autre côté, c'est une blonde qui fit dans la société. Son ami qui le garde avec lui dans l'enfance. Là, on s'entend, c'est des personnages atypiques dans un bar qui joue aux jeux vidéo. Nick Frost, c'est un enfant. Là, Nick Frost, c'est un enfant. Il y a un running gag de perte, là, mais c'est... Puis tu sais, tout ce qu'on te présente de la société et de l'arc des zombies, tout ce que ça représente, c'est une société très simple, codifié, on scanne le bus, métro, dodo. Le générique du début, en fait, montre ça, le fait que les gens, avant que l'invasion de zombies commence, ils font déjà exactement la même chose. C'est exactement ça, puis c'est ce que la fin de Shaun of the Dead est. C'est d'avoir réussi dans la vie, c'est d'avoir la blonde, d'être rentré dans la société, puis finalement d'aller dans le cabanon et d'être un attardé. Fait que c'est d'avoir combiné les deux univers sans avoir vraiment une réponse. Tu sais, c'est pas une réponse fixe, mais t'es juste, OK, c'est de faire le mieux avec ce que t'as, puis avec ce que t'es, puis ce que tu veux être. Il y a la vie qu'il veut à la fin, c'est ça qui est le fun. Genre, c'est exactement la vie qu'il a toujours voulu, puis elle est pas si différente de la vie qu'il avait avant. Tu sais, fait que c'est... Ouais, non, j'adore ce film-là, pour de vrai. Mais moi, la trilogie du Cornetto, tu sais, puis c'est Nick Frost, Simon Pegg. Simon Pegg, ouais. Tu sais, les deux ensemble, c'est vraiment des bijoux. Puis sans Edgar Wright, par exemple, c'est pas tant des bijoux. Non, c'est... On a vu Paul. Ouais. On l'a vu. On a fait ce qu'on a pu pour écouter Paul, mais j'aime tellement pas Paul. C'est dégueulasse. On dirait que j'haïs comme Paul dans ce moment, mais Paul est un film. Paul est un film qui a mélangé tout le monde en fait, parce que c'est Simon Pegg puis Nick Frost. Puis c'est un road movie, on a l'impression que ça va être la même chose, mais Edgar Wright... On s'attend en fait que c'est Edgar Wright aussi, parce que c'est les deux, puis... Mais ils sont pas impliqués, puis il y a un extraterrestre avec du mauvais CGI qui est joué par Seth Rogen, mais genre il y avait tout pour que ce soit bon, mais il y a quelque chose qui marche pas. Puis pourtant c'est des bons acteurs séparément aussi, tu sais. Moi je suis un peu fan de Run Fat Boy Run, qui est un film où juste quelqu'un de pas en forme décide de courir un marathon pour réimpressionner genre la fille qui l'a laissé sur l'hôtel pour le mariage, la journée du mariage, parce qu'il avait peur de devenir un adulte. Encore une fois, Simon Pegg est bien bon pour avoir peur de devenir un adulte, mais bref, Simon Pegg, c'est un grand acteur, c'est sûr et certain. Nick
Nick Frost aussi, définitivement, mais ils ont une dynamique ensemble que peut-être Edgar est juste capable, lui, de mettre à l'écran. Oui. Ouais. Il a même été capable de l'inverser à la fin de la trilogie Cornetto dans The World End Pub. Non, c'est The World's End. Il n'y a pas le pot. C'est le pub de la fin du monde en français, mais c'est The World Ends. Ouais, At the World's End. Puis c'est premièrement super bon hommage. Super bon ou bonne, en tout cas, bref, Chris de bon hommage à The Invasion of the Body Snatcher. C'est que je vous conseille, si vous en avez un à écouter, le deuxième remake. C'est le meilleur. Puis si vous avez déjà écouté Simpsons, vous avez déjà vu comme plein de références. Fait que bref, non, super bonne référence, mais aussi, il switch la dynamique des personnages. Ouais. Dans le sens que c'est Nick Frost qui est fonctionnel dans celui-là, genre. Ouais. Puis c'est Simon Pegg qui l'est pas. Puis je trouve ça le fun. Puis hey, ça m'a ému, ce film-là. Ce film-là, j'en ai pleuré. Moi, la scène au bar, Mm-hmm. hey, j'oublie la phrase qu'il dit quand il est couché à terre. Puis je me souviens pas ce qu'il dit, mais c'est... Je pense qu'il fait juste crier « c'est tout ce qui me reste ». Genre, « It's all I've got ». Ouais. Moi, brailler de même devant un film, puis tu fais... Je pense que je m'identifie un peu au personnage un peu épais, que tu fais son seul but, c'est de boire 12 pintes. Il y a un petit côté genou là-dedans que j'ai en dedans de moi. Absolument. Mais fait que ça, ouais. Moi, je me considère chanceux de l'avoir vécu. J'ai toujours eu beaucoup de compassion pour ça, en fait. Écoutez, en passant, juste pour que vous ayez le contexte, At World's End, c'est essentiellement l'histoire d'un gars qui retourne dans la ville de son enfance pour refaire le même pub crawl, c'est-à-dire comme faire le tour de tous les pubs du village qu'il avait fait après son bal des finissants. C'est juste que ce gars-là, c'était le gars le plus populaire de son secondaire. Puis c'est pas un punch, parce que c'est vraiment direct au début. Puis il dit, à la fin de cette soirée-là, je me suis dit que les choses seraient jamais aussi nice. Puis là, il se ramasse dans un meeting des AA, puis comme « And it never did ». Puis moi, je dirais une sincère compassion pour ça, que que le secondaire, c'était le fun. Moi, c'était pas le fun, le secondaire, puis j'ai pas de problème avec ça, parce que c'est très le fun, la vie adulte, puis c'est plus long que le secondaire, la vie adulte. Mais mathématiquement, j'ai gagné, mais genre comme... Les gens qui me disent « Ouais, le secondaire, c'est les plus belles années de ta vie. » ça, je trouve ça bizarre. Ça me rend si triste. Ça, je trouve ça bizarre. Mais c'est honnêtement triste. Genre, c'est pas du jugement, je trouve ça triste, parce que c'est beaucoup d'années à être malheureux si les plus belles années de ta vie, c'était avant d'avoir ton DES. Genre. Puis lui, c'est ça. Tu sais, ton secondaire, les plus belles années, souvent, même, ça va être référence à comme 2 ans. Ouais. Ce serait pas secondaire 1, 2, 3. Ben non, aussi, c'est pas. On jouait aux échecs, puis on apprenait les maths. J'ai mal au dos puis de l'acné. Les broches de secondaire 4. Non, c'est ça. Là, si t'as été capable, mettons que ton poil pousse à la bonne place assez rapidement pour que t'aies l'air d'un adulte dans les 2 dernières années. Minimalement. Puis là, c'est ça, te donnait 2-3 becs pendant la fin de ta puberté. C'était nouveau, c'était le fun. Tu sais, genre comme. T'avais des plugs, t'avais un dépanneur qui te cartait pas. Tu sais, genre comme c'est ces affaires-là. Puis il y a un plaisir là-dedans. C'est le fun d'être jeune. Tu sais, genre, j'espère que j'apprends pas rien à personne. Mais je pense que c'est le fun d'être vieux aussi. Là, genre comme. Moi, au contraire, là, je trouve ça doit faire 1 an là, que je trouve que la vie est le fun. Ah oui, ben c'est genre 27 ans, puis je suis comme, wow, yes sir. De plus en plus hot. Ça continue de s'améliorer, tu vas capoter sa trentaine, mon chum. J'ai hâte, là. Mais mais c'est ça, tu sais, genre le fait que Simon Pegg, dans celui-là, tu sais, ça m'émeut, puis c'est fou parce que c'est capable de venir te chercher de même, ça fait 1h30 qu'il bute des robots. Puis comme je m'attendais pas à que ça arrive, mais comme au final, ça, c'est juste ça, le genre, c'est comme, il vit juste pour ça, il y a rien à rejoindre après ça. Comme il n'y a pas de suite à donner à ça. Puis au final, encore une fois, genre la trilogie marche un peu de même, sauf Hot Fuzz, fait que 2 des 3 en fait. Mais le monde se termine. L'apocalypse a lieu. Genre. Ben même là, moi c'est la théorie avec Hot Fuzz que j'aime le plus. Puis c'est Simon Pegg qui l'a mis dans un... Dans un audio, dans l'audio, puis c'est juste le bout-là, je connais de l'audio, fait que j'ai l'air de l'avoir écouté. Non, c'est juste la séance de fin. Il dit à la fin, dans Hot Fuzz, le vrai problème du film, c'est quand le personnage, que j'oublie le nom, il met les lunettes fumées et devient ce qu'il vient de détruire. OK. Parce que tout le problème de la ville, c'est qu'il y a une personne qui a son idée et qui l'impose à tous. C'est une dictature face à tout le monde pour une uniformité. Ouais. Puis là, le personnage principal, son idée, c'est « faut que je fasse tomber cette personne-là pour faire régner un ordre parfait dans la ville. Finalement, il prend le flambeau pour donner l'ordre. C'est vrai. À la fin, puis quand il met les lunettes, ce serait le moment où il fait « je suis devenu l'ordre. Je suis devenu le totalitarisme. J'ai pris les rênes du totalitarisme. » Genre, Hot Fuzz prend une autre tournure aussi de « oh! » C'est super intéressant parce que techniquement, c'est 2 versions de comment la loi devrait fonctionner, en fait, qui marchent. Là. Fait que c'est...
puis 2 qui fonctionnent. Là. C'est pour ceux qui n'ont pas la caméra, j'ai fait des énormes guillemets. Mais on les accuse. Mais bref, oui, grand réalisateur. Je trouve ça le fun, en fait, parce que c'est des discussions que j'avais jamais eues aussi, puis je réalise que c'est des scénarios qui stimulent beaucoup la conversation, tu sais, justement. Ah, ouais, mais il y a beaucoup d'enjeux dans ces films, aussi drôle et stupide. Tu sais, c'est pas un drôle genre je hurle de rire, mais c'est un rire qui vient, un bon rire, c'est un vrai bon rire, genre. Absolument. Ben tu ris de ça comme tu ris d'une conversation. Genre, c'est des films communicatifs, j'ai l'impression. C'est pas setup, prémisse, punch, mettons, genre, mais c'est un peu ça que genre, OK, ça, je peux y croire. Ben, en fait, là, on reçoit beaucoup Guillaume Saint-Cyr parce que c'est notre chroniqueur maison et il connaît 2-3 affaires ces films. Mais on parlait de Dune. Non, c'est ça, mais on parlait de Dune de Denis Villeneuve la semaine passée. Et. Ça va devenir en fait une de mes phrases préférées. Moi, une affaire qui me dérange, je sais pas si tu as vu Dune de Denis Villeneuve. Pas encore. On a honnêtement pas aimé ça. C'est un peu. Je sais pas comment. Je comprends tout le phénomène, mais j'ai l'impression que ça va me faire l'effet de World of Warcraft. C'était tout ce genre de premier-là de. Ben, je réaurais pas la conversation, mais essentiellement, les livres Dune ont beaucoup influencé Star Wars. Puis je trouve que Star Wars a amené quelque chose de ludique et de crédible dans un univers inventé de toutes pièces. Puis en fait, l'affaire que je dis souvent, c'est drôle parce que littéralement un holiday special de Star Wars, mais comme. Moi, Luke Skywalker, c'est un personnage assez bien défini pour que je sois capable d'imaginer comment il fête Noël. Genre, mettons, sa dynamique d'un party, ça a l'air de quoi. Fait que toi, t'as écouté le special de Noël de Star Wars. Non. Je comprends tout ça. Ben, j'ai écouté des bouts. Puis quand j'ai vu qu'il n'y aurait jamais de sous-titres, même s'il y avait des chunks de 20 minutes de famille de Wookiees qui se parlent, je t'avouerais que j'ai pris des pauses qui ne sont pas finies à ce moment. Mais c'est une pause de 5 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je peux dire ça pour tous les films. Tu sais, mettons, genre, j'écoute The Shining. Avant de tuer du monde, je peux imaginer un peu comment Jack Nicholson fêtait Noël. C'était quoi avant? Non, tu sais, la ride de char, je peux imaginer un peu la conversation. C'est juste, si tu construis bien ton univers, je vais être capable de comprendre, en fait, comment ça marche. Puis dans les films d'Edgar Wright, j'ai beaucoup de facilité à imaginer c'est quoi le quotidien des personnages. Puis je trouve que c'est quelque chose de précieux parce que c'est quelque chose de somme toute rare. Genre... Souvent même, il va toucher au quotidien des personnages. Souvent même, c'est à ça qu'il va toucher. C'est la base niaiseuse de la vie. D'aller dans des pubs, le policier, l'interaction qu'il y a, le prolétaire vendeur de laveurs sécheuses. J'ai jamais eu à vivre ça, mais j'ai été en colocation pendant très longtemps. Puis tout le concept des dorms, ça pour moi, c'est un niveau d'horreur extrême, mais complètement low-key. Mais c'est tellement quelque chose qui me fait capoter. Là. Je veux pas vous vendre de punch, mais ça part de là. C'est pour ça qu'elle se ramasse à vivre dans une chambre au final. Mais ça va être le mini punch, ça va être le plus loin que je vais aller dans le vendage de punch. Mais dans le fond, elle arrive, puis elle est dans une colocation imposée, là, c'est-à-dire les dorms qu'on les voit dans les films étudiants, c'est-à-dire comme une pièce avec 2 lits de chaque bord. Genre. Une pièce, en fait, c'est littéralement comme une chambre, mais que t'as mis 2 lits simples. Bonne chance. Mais moi, je trouve que c'est inhumain. Là. Ça n'a pas de sens. À la limite, je veux dire, faites plus de portes, divisez la petite chambre en 2 puis mettez genre du plâtre entre les deux, mais ça va être ma question. C'est une question ouverte parce que je pense pas qu'on va avoir la réponse. Je sais pas si ça... Tu sais, je sais que ça existe, mais souvent, je trouve que l'idée projetée de tout ça, c'est que c'est tout le monde, faut réussir le party, tout le temps. Je suis comme... Il me semble que c'est zéro la vibe que ça me donne. Mais ça peut pas être ça. N'importe qui a fait des études universitaires ou collégiales. Non, mais c'est... On a été là. Il y a 3 coups de volant qui se sont donnés. On était à la radio, je te rappelle. Mais c'est... Non, mais c'est vrai. Là, c'est genre le principe, c'est fou. Là, genre comme elle est là, puis t'as littéralement un coloc qui arrive puis qui ramène un dude, puis il faut qu'elle sorte puis qu'elle aille dormir dans le party. Dans un... Puis tu sais, c'est pas un party comme « Ah oui, ils sont dans la salle ». C'est comme, il y a du monde partout, des bières, Moi, c'est ma phobie. Là. Déjà là, je ne recommande pas de vous endormir d'un party. Là. Ça, c'est un mauvais plan pour plein d'affaires. Là. Vous allez vous réveiller avec des pénis dessinés dans le visage puis des crayons permanents. Il n'en manque pas à l'université. Donc, surtout là que c'est l'université d'art. Oui, non, effectivement. Il y a plus de moyens. Ça peut être un pénis genre au fusain. Là, man. Du papier mâché. Non. Puis il va y avoir du relief là-dessus. Là. La veine va être de la bonne teinte de bleu. Là, mais Seigneur, excusez, c'est terrifiant. C'est très phallique comme épisode. J'en s'en excuse, là, mais c'est...
Non, on s'excuse pas. On est hilarant en ce moment. C'est Mais très drôle, non, les non, pénis. on ferait un gala juste pour rire si on était en 95, juste avec ça. mais non, c'est ça. Genre, moi, ça m'a fait angoisser. C'est le premier moment où j'ai eu legit peur. Genre, les apparitions de la mer, ok, il y a un fantôme, on va vivre avec ça, là, genre comme ça le fait. Mais, mais ça, c'est au début en plus. Tu sais, moi, on arrive dans le film, j'ai pas lu le synopsis. Je vais t'avouer, j'ai pas lu le synopsis, j'ai pas vu de bande-annonce, j'avais rien vu. J'ai juste fait, hey, je vais y aller, là, je veux rien savoir, ça va être le fun. J'avais vu la bande-annonce, mais j'avais aucune idée de quoi ça parlait. Moi, je pensais que j'allais voir un film de détective néo-noir, là, genre, puis me le suis fait dire. Ben, au début, ça fait, elle voit sa mère dans le. Là, je fais, il y a des fantômes, je comprends rien. Je comprends pas. Mais, tu sais, quand on parle de quotidien, mais lui qui veut faire un film d'horreur, moi, tout ça, c'est venu me chercher. Vraiment, juste le fait de genre, comme, cette fille-là ne sera jamais bien chez elle. Tu sais, le besoin le plus fondamental après l'eau potable, là, genre, d'être bien chez vous. Là, pour avoir déjà vécu, je dirais pas son nom, parce que j'ai pas l'énergie de le biper, mais pour avoir déjà vécu avec un dude qui sortait avec l'humoriste la plus loud de l'existence, mettez le nom que vous voulez, tout marche, et avoir fait des crises de panique avant de rentrer chez nous pour dire genre, je peux pas, là. C'est moi qui ai les clés, c'est pas elle, là, genre. Fait que bref, excusez, là, je m'ouvre encore une fois, mais pour moi, si tu veux bien faire de l'horreur, inclus quelque chose qui pourrait nous terroriser au quotidien, puis Edgar l'a très bien fait dans Last Night in Soho. Oui? Oui. Ah, ouais, vraiment. Absolument. C'est fou les règles, ça aussi, puis les règles. Je parle pas des menstruations, là, mais c'est fou, non, les menstruations. C'est fou. C'est bizarre, hein? Non, c'est merveilleux. Mais non, mais vraiment juste les règles, la nouvelle colocation, de genre comme à l'emménage quelque part, faut qu'elle paye 4 mois d'avance. Ah, ça, j'étais ben. En même temps. Si je ferais des visites d'appart et quelqu'un me dit ça, je suis pas tant surpris. Non, ben moi je signerais un papier officiel qui dit tu sais que va te poursuivre si cet argent-là est pas remboursé dans les 4 prochains mois, genre. C'est Londres aussi, là, vu que je m'intéresse un peu à la crise du logement à travers le monde. Ah, pas vrai? Montréal, oui, absolument, tu sais, Montréal va pas bien, il est vraiment dans une pente descendante de plus en plus à pic. Mais c'est pas Vancouver. Je sais que Vancouver, c'est un Vancouver, c'est pas bien, mais genre Londres, c'est une vraie joke, là. Ah ouais? C'est même, j'aimerais ça la recevoir au podcast éventuellement, je vais essayer de l'inviter dans les prochaines semaines, mais Christelle Paré, une de mes bonnes amies, dame extraordinaire, directrice pédagogique de l'école de l'humour, qui a fait une maîtrise sur l'industrie de l'humour. Ouais, non, une dame super brillante, pour vrai, extraordinaire. Tu l'aimerais beaucoup. Je pense qu'elle t'aimerait bien aussi. Tu vois, voilà d'autres fleurs. Hey, mais je me ferais aimer, voyons. Elle m'a parlé du fait que, parce qu'une conversation qu'on a souvent, moi puis elle, sur. Il y a une vision très romantique de l'art, sur le fait que de l'adversité va toujours naître la meilleure forme d'art. Je veux pas être plate, mais je trouve que c'est... moi, j'ai une vision très peu romantique de ce que je fais, c'est-à-dire l'humour. Faire des rires. Oui, non. Toi, tu fais rire. Non, mais je fais rire, oui, effectivement. je pense que je le fais bien aussi, mais pour avoir fait l'école, puis pour être capable de le comparer autant que les anciennes cohortes qu'avec la mienne, oui, de l'adversité crée des bonnes histoires qui peuvent donner du bon contenu artistique, mais de pas travailler 30 heures semaine, ça fait des meilleurs devoirs. C'est d'avoir une sécurité financière, ça fait un stress de moins par rapport à si t'es booké ou pas. Ça te permet de plus de temps d'écriture si t'as pas besoin d'avoir 8 jobs en même temps. Et par conséquent, je m'intéresse, c'était ça mon point, je m'intéresse beaucoup à comme les défis financiers par rapport à l'industrie de l'humour. Et elle m'a confirmé que les stand-up qui réussissent à Londres, 95% du temps, c'est du monde qui habite chez leurs parents. Ouais. Il y a des vrais stats par rapport à ça sur le fait que c'est tellement cher, parce que j'ai fait un long parallèle par rapport à ça, mais c'est tellement cher se loger à Londres que tu peux pas faire les shows en ayant un appartement que tu peux te payer à Londres. Faut que tu habites à comme littéralement 3 heures de char pour aller faire des shows qui ne sont pas payés, parce que la plupart des shows à Londres ne sont pas payés, à moins que tu sois rendu à headliner. C'est le modèle américain de genre, le headliner fait de l'argent, puis après ça, tu as comme 15 open micers avant qui ont rien. Puis qui sont... Donc, le loyer à Londres fait aucun tabarnak de sens. Là, genre, comme c'est maison qu'elle allait commencer à travailler au pub, cette petite fille. Je comprenais vraiment pas ses vraies bourses pour qu'elle y arrive. Là, fait que excusez, je vais te Moi, c'était la vraie question aussi, c'était comment elle paye tout ça. Non, moi, j'étais comme, c'est la grand-mère, elle paye. Moi, c'est ça. La prise pour acquis, j'étais comme, grand-maman. Ben oui, là, c'est ça. Là, la grand-maman vit dans, genre, une ferme. Non, mais on l'a pas vu, en fait, c'était établi, parce que genre, comme là, elle est partie de la ferme, puis la journée d'après, elle a vendu la ferme. Grand-maman est rendue dans un CHSLD, là, pis OK. Non, c'est ça, puis OK, je fais une joke, en passant. Ah, mon Dieu, j'ai embarqué dedans, genre,
Hey, j'ai manqué le bout où il y a eu l'appel. Je trouvais juste ça drôle que ce soit sous-entendu qu'elle ait vendu à la maison pour payer la vie de sa jeune. Puis qu'au final, ça lui a permis de ça aurait été incroyable. Mais ça aurait été bon. Ben oui, mais ça lui aurait permis de toffer 3 semaines jusqu'à ce qu'elle rembourse la maison duquel elle... Non, je peux pas vendre ce punch-là. Mais bref, c'est... Ouais. C'est drôle parce que ça finit bien en plus, ce film-là. Je peux pas croire qu'il y a bien des affaires que bien du monde a oublié. Ça finit bien, tu trouves? Je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté fin ouverte. Fin ouverte, mais elle se fait pas poursuivre pour essayer de rentrer un ciseau dans la face à quelqu'un. Non. Il y a des meurtres qui se sont pas donnés. Le gars qui s'est fait poignarder dans le ventre, il parle encore. Il est même très sportif. La grand-mère est là. Tout fonctionne. Non, c'est... Dans l'ensemble, je trouve, par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est pas si pire. J'ai vu du monde qui se sont j'ai vu du monde qui se sont bêchés en vélo puis ça a fini moins bien. Mais est-ce que je voulais... Ben moi c'était là. Non, il y aurait trop de spoil. On va pas aller là. OK. On va pas aller là parce que ça révèle trop de choses autour de ce qui se passe. OK. Ben on peut se le garder là, mais allez-y puis écrivez-nous dans les commentaires puis on va tous vous répondre ce qu'on allait dire. Il va y avoir des très longs paragraphes personnalisés. Très lourds paragraphes. Oh là 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 là. Confie. Oh, si être ouvert sur ses sentiments n'est pas une formule payante, je me demande bien ce qui fait Thomas Levac. Mais ça... Je sais pas comment il paye ses enfants. Écoute. Moi, il y a un dernier point que je voulais amener sur le film, que je peux amener sur toute la carrière, c'est, je t'en ai parlé un peu, mais l'aspect de la musique. Oui, c'est important. Oui, Edgar Wright, très important la musique. Très important, ça fait beaucoup partie de son langage. C'est quelque chose. Il a fait un film au complet, / Baby Driver. Ça a toujours, ça a toujours fait partie de ses films. C'est juste Baby Driver, littéralement, en fait, le rythme du montage est basé sur le rythme de la musique. D'ailleurs, ça, c'est un des trucs qui me fait le plus rire dans ce film-là. Le moment où il recule, mais là, genre, faut qu'il recule la musique parce que la fuite est supposée être timée là-dessus, puis ça marche pas. Genre, fait que ça me fait très, très rire, ça. Mais sinon, tout le concept musical en fait de Scott Pilgrim, qui faisait aussi partie de la BD, d'écrire du contenu original, très très cool, là, ce côté-là, d'engager des super bons musiciens, puis d'amener justement les effets sonores, littéralement autant visuellement. Il y a quelque chose de très beau. Les changements de beat si intenses. En fait, toute l'intro de Scott Pilgrim, de comme il jase, puis c'est un peu plate, puis à un moment donné, il y a une toune qui part, puis ça devient comme beaucoup trop cool. Mais ça affecte littéralement toutes les scènes, les dialogues, l'intensité, les émotions. Mm-hmm. La musique définit la scène. Absolument. Même Shaun of the Dead, à la limite, genre, il pitch des vinyles pour commencer, mais aussi la fameuse scène où la tune de Queen embarque. La tune de Queen, la chorégraphie. Puis pourtant, ça se veut pas être une chorégraphie, c'est juste le fait qu'il tape de la même façon que le beat, parce que c'est ça que les gens font. C'est comme quand quelqu'un se met à taper dans ses mains puis on se met à le faire parce que c'est la Saint-Jean. Fait que c'est la Saint-Jean. Hey, ça, c'était bizarre d'ailleurs. Excuse-moi, revenir à Last Night on Soho, mais genre, comme quel bon punch de juste comme... Ladies and gentlemen, please welcome. Puis là, il y a une fille qui chante. Puis t'as juste comme un public de monsieur en costard qui sont comme si c'était un show d'école. Puis au final, finalement, ça devient cochon. C'est érotique. En fait, c'est les cabarets de cette époque-là. Oui, exactement. Mais le décorum, faut le respecter. Puis c'est juste avant la scène en plus où le corridor, sans vous le vendre, c'est juste un corridor d'horreur, mais d'horreur réaliste. Genre comme une fille qui se shoot à l'opium, du sexe. Suçage. Non, c'est ça. Ça devient comme ultra graphique. Genre comme des gars qui crient après des gens, de la violence. Puis c'est juste comme... Ben voyons donc, c'est encore comme avec cette espèce d'esthétique, aussi on pourrait en parler beaucoup, mais comme l'esthétique comme un peu glorifiée, teintée, d'à quel point c'est comme tout était beau dans les années 60. Ben c'est ça que je te dis, moi c'est ce que j'ai aimé du film. Ça part beaucoup avec ça idolâtre les années 60, puis finalement on te réveille. Il y a beaucoup de travail de miroir dans le film aussi, ce que j'ai vraiment aimé. Mais c'est un peu cet effet-là de on a flippé out, puis là c'est comme ok non, peu importe l'époque, il y a un corridor. Oui. Il y a un corridor, puis tu fais ah ouais, c'est ça la réalité. Non, c'est ça. Il y a un chauffeur de taxi, il y a du danger. Tu marches dans la rue, tu te fais siffler, t'as le gars, t'as l'oppression sociale de ok, il y a des gars toxiques partout, câlisse. On va faire un parallèle vraiment pas clair, mais maintenant que tu as dit gars toxique, moi, l'image de marque que j'ai des années 60, c'est tout le temps Austin Power. Non, mais c'est.
C'est vrai, Calis. Moi, ça me fait tout le temps rire parce qu'on a fait une comédie là-dessus, mais comme si c'était ça au quotidien, genre les années 60. Pendant 10 ans, là, on croisait Andy Warhol aux 2 secondes. Partout. Tu sais, c'était ça. Tout était beau, tout était coloré. Tu rentrais dans n'importe quel dépanneur, t'avais 8 filles qui dansent d'une cage. C'était rose, c'était bubbly. Ouais, poupée, ouais. Ouais. Mais c'est vrai, on fait ça beaucoup pour les années 80 aussi. J'en parlais un peu tantôt avec l'espèce de glorification. Du rétro. C'est ça, de ce musique-là, des lasers, de la VHS, Stranger Things, ils peinturent ça gros comme de la confiture partout. C'est ça, c'est les meilleures affaires. Mais tu sais, au final, chaque génération avec son lot de problèmes. Puis c'est des années extrêmement toxiques, les années 60, comme n'importe quoi d'autre. T'avais la guerre du Vietnam, t'avais les pires présidents, t'avais comme c'était vraiment pas un moment pour être safe. On était dans les premières vagues de féminisme aussi, ça rentrait comme au bat, c'était compliqué, genre. T'avais des scandales parce que des personnes racisées s'assisaient genre pas en arrière de l'autobus. Non, ça n'a pas de sens. Il y a quelque chose de très beau à quel point, genre, puis encore une fois, exercice stylistique, puis c'est pour ça que on pourrait peut-être conclure là-dessus. C'est spécial, je suis vraiment content, honnêtement, d'en avoir parlé avec toi, parce que j'ai l'impression que je serais parti, tu sais, je te l'ai dit quand on est sorti, j'ai l'impression que c'est un bon film, mais j'ai l'impression que c'est son pire. Non. Mais en même temps, je suis plus d'accord avec ce propos-là. Moi non plus. On a dit ça il y a genre. Non, c'est ça, dans une autre vie. Là, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est que c'est une autre affaire. C'est probablement son moins accessible, mais je serais prêt à aller au bat pour que c'est un de ses meilleurs. Il a été capable de respecter l'esthétique qui est cliché du début à la fin, tout en brisant tous les codes. Puis ça n'a jamais été weird ni lourd comme statement. Ça s'est juste fait naturellement. Il a juste fallu qu'on en parle pendant 1 heure pour le réaliser. Pour le digérer aussi, je pense que ça a été... Il y a beaucoup de contenu, c'était visuellement très pacté, mais aussi au niveau... Finalement, tu sais, j'ai dit au début que le texte était peut-être la chose à retravailler. Finalement, il y a beaucoup plus à aller chercher dans le scénario. Absolument. Dans ce qui se passe dans les dialogues, dans les sous-entendus, dans les... Je pense... oui, j'irais dans... Vas-y. Je pourrais pas dire c'est meilleur, mais clairement, c'est dans ses tops, à mon avis. Oui, absolument. Ça suit Baby Driver très, très bien. C'est fou en plus parce que c'est enregistré. Je sais pas si tu te souviens, mais j'ai mentionné qu'on n'était pas sûr encore si on avait aimé le film. Puis on s'est pas prononcé au début. C'est quand même cool qu'on a gardé ça pour la fin. Mais oui, Edgar est encore dans sa montée. Puis je suis maintenant humblement triste que peut-être que vous n'aurez pas le temps de le voir carrément, mais si vous avez l'opportunité, je pense que c'est quelque chose à ne pas manquer au cinéma en ce moment. Ça vaut la peine. Un peu ex aequo avec The Last Duel, qui est un film médiéval avec Matt Damon puis Ben Affleck. J'ai pas vu ça. C'est réalisé par Oliver Stone, c'est sûrement super bon, mais je pense qu'Oliver a comme pas tant besoin de reconnaissance. J'ai des mauvaises critiques de ça. J'ai l'impression que c'est tout le temps bon du Oliver Stone, mais comme ça devrait être moins détesté que ça l'est. Mais comme, excuse-moi, j'essaie ces temps-ci de pas juste parler d'un film puis d'employer 2-3 qui sont au cinéma en ce moment. Je vous suggérerais peut-être de French Brigade parce qu'on va en parler la semaine prochaine aussi de Wes Anderson. Avec qui? Je sais pas c'est avec qui, mais c'est probablement avec les mêmes que d'habitude. Il doit y avoir Bill Murray, Owen Wilson, Luke Wilson qui fait une apparition. Avec Guilla Saint-Cyr. Exactement. Mais il y a honnêtement quelque chose de glorieux dans ce qu'on a vu aujourd'hui. Last Night in Soho, je pense que c'est un petit bijou qui vaut la peine. Prenez le temps de le digérer, mais genre comme allez le voir avec quelqu'un, parler d'autres choses en sortant, puis ayez une bonne conversation quelques heures après. Là. Ouais, non, c'est ça. Pensez-y, puis pour vrai, c'est le genre de choses, s'il y a un Criterion qui sort, je me l'achète définitivement. Ça va être un film qui va m'habiter pendant longtemps, puis que je vais revoir. Ça, c'est sûr. Ça rentre parfaitement dans sa filmographie. Ouais. Genre... j'ai commencé sceptique, je finis convaincu. Allez, voilà. Écoute, à moins que tu aies un autre point, j'irai vers le Anthony Deschamps. Ça a été un plaisir de te recevoir. J'ai pas d'autres points. Okay. C'est moi qui te remercie pour le vrai. Ben, écoute, c'est mon premier podcast enregistrement. T'es en train de communiquer des émotions? Ouais. Arc! Vu des choses, d'ailleurs. Excellent. Tu reviens quand tu veux, là, si tu veux que je sois aussi ta deuxième fois. Non, mais grand cinéphile, ça fait toujours plaisir de te jaser. Fait que c'est ça. Puis nous, on est ici à toutes les semaines. En direct du mercredi, il faut que je fasse les plugs aussi. Ben oui, sur CIBL 101.5.
il y a des produits qui ont essayé de vous vendre au début, puis au milieu aussi, puis à la fin. Fait que là, ça, je peux pas les nommer, c'est pas moi qui les choisis, mais en tout cas, ils sont là. Mais sinon, à la radio CIBL 101.5 FM, la radio communautaire la plus budget en ville. Ça, c'est pas leur slogan, c'est juste moi qui dis ça. Ça, c'est... Et mon oncle Serge, on est d'accord les deux. Right. Fait que c'est ça, de 15h à 16h tous les mercredis soirs. Et sinon, en rediffusion le lundi, je pense. Ou sinon, sur mon YouTube, le YouTube de Vincent Descoteaux, humoriste. Vous allez avoir la version longue de ça, fait qu'il faut aussi l'écouter. Des fois, il y a un peu de visuel, sauf que j'aurais besoin de plusieurs caméras pour que ça fonctionne, puis que YouTube arrête de canceller mes publications parce que je mets des extraits des films. Bon, tu vois, je me suis ouvert encore. Et voilà. Bref, c'était Dans le temps, c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Hey, salut à Anthony aussi.